Donc, dans un petit pays comme le Burundi, et de surcroît surpeuplé, il faut absolument ce qu'on appelle une agriculture intensive. Intensive. Une agriculture intensive. Les Burundais ont besoin de quelle quantité de production agricole pour manger à suffisance? Quelles sont les statistiques fiables de la production agricole? Quels sont les besoins en importation? Dans notre temps, on disait que nous avons un déficit de production agricole de 30%. Quelle est la stratégie pour combler ce déficit, pour disponibiliser l'offre alimentaire? Un gouvernement doit s'arranger à ce que l'offre alimentaire soit diversifiée en quantité suffisante. Vous savez que la question liée à la faim dans notre pays, c'est une question cruciale. On ne devrait pas laisser cette journée comme ça sans émettre quelques suggestions sur la situation de l'état de lieu, la faim au Burundi et surtout les suggestions pour que cette situation soit étanchée et pour que le niveau de ce fléau qu'est la faim puisse diminuer dans notre pays. D'abord, dans cette journée, nous avons fait justement une analyse qui était intitulée « Comment combattre la faim au Burundi dans notre pays ». D'abord, globalement, le Burundi est parmi les pays qui ont un indice de la faim le plus élevé au monde. Nous avons un indice de la faim de 40%. Il est l'un des plus élevés au monde. C'est ça. Donc l'indicateur, c'est l'indice de la faim de 40%, avec une insuffisance calorifique, 1600 kilocalories par jour, alors que la norme exige 2100 kilocalories par jour. Il y a une malnutrition infantile qui est en train de faire rage en causant comme conséquence les retards des enfants dans la croissance, l'affectation de la capacité cognitive des enfants, la prolifération des maladies, tuberculose, malaria. Bon, suite à cette situation d'insécurité alimentaire devenue chronique. Le constat est qu'au Burundi actuellement, qu'est-ce qui cause encore plus cette situation? C'est l'inflation. Au Burundi, nous avons une particularité d'avoir une inflation beaucoup plus alimentaire. Il suffit de consulter la structure de l'inflation, vous constaterez que l'inflation au Burundi est en grande partie causée par les produits alimentaires. C'est-à-dire la montée du prix du haricot, le riz, pommes de terre, caucase. Quand l'inflation est en grande partie alimentaire, ça affecte la capacité des ménages à se procurer des biens les plus élémentaires, les plus fondamentaux, qui sont les biens alimentaires. Donc, les caractéristiques de l'agriculture au niveau de l'agriculture burundaise, c'est une agriculture d'autosubsistance, au lieu d'être une agriculture de marché. Nous avons un rendement par hectare inférieur à la moyenne africaine. Le rendement par hectare inférieur à la moyenne africaine. Nous avons une croissance de la production agricole en deçà de la croissance de la population. Exemple, de 2005 à 2026, non, de 2005 à 2026, la population a presque doublé. Mais la production alimentaire n'a pas doublé pour autant. Puis il y a beaucoup de cultures qui ont disparu. La caucase, la forêt caucase, la patate douce n'est plus en quantité vraiment explosive comme dans le temps, surtout au niveau des tubercules, c'est les légumineuses. Donc c'est en constant. Quand la population augmente, la production alimentaire ne suit pas, c'est déjà un problème structurel. Malgré cela, mais quand même, on a un potentiel agricole quand même énorme. Hydrographie suffisante, le niveau des précipitations, les pluies, la diversité climatique,
pouvoir consacrer la diversité culturelle. On a 3 saisons possibles dans notre pays, A, B, C. Alors qu'ailleurs, dans plusieurs pays, il n'en a qu'un seul. Mais ici au Burundi, on peut voir saison A, saison B, saison C. C'est un potentiel agricole énorme. Il y a même des pays désertiques qui sont en train de s'en sortir en doublant, en triplant les productions alimentaires, notamment au Burkina Faso actuellement, avec la mécanisation spectaculaire du secteur agricole. Avec le jeune capitaine là, son leadership vraiment qui a transformé vraiment le secteur de façon visible. Mais le Burkina Faso, c'est un pays en grande partie désertique, avec un climat chaud. Donc, Parsem propose des recommandations pertinentes. D'abord, il faut nous rappeler que l'agriculture, dans notre pays, c'est 90% de la population, 90% de l'offre alimentaire, mais paradoxalement, c'est 40% du produit intérieur brut, c'est 60% des recettes d'exportation, avec une contribution de 1% à la croissance économique. Sans mission et offre alimentaire, l'amélioration des revenus et générer les devises. Donc, dans un petit pays comme le Burundi, et de surcroît surpeuplé, il faut absolument ce qu'on appelle une agriculture intensive. Intensive. Une agriculture intensive. Donc, ces recommandations pertinentes se résument, je dirais, en 10 axes. Je vais les survoler. D'abord, le premier facteur de production, c'est le sol, la terre. Il faut absolument la gestion du sol et la structuration de l'espace, surtout rural. Nous avons une atomisation de terres culturelles, 0,5 hectares par ménage, 30% des ménages sans terre, avec une pression démographique élevée. Il faut alors réaménager l'espace culturel, notamment renforcer la villagisation, la gestion de l'extension de l'urbanisation, pour libérer certaines terres agricoles et en faire une cartographie. Une cartographie et protéger avec une bonne gestion des terres domaniales partie à l'État. Le facteur sol est pertinent pour alimenter la production agricole. Le Burundi est un petit pays, 28 000 km². Ce n'est pas la même chose que la Tanzanie, qui peut avoir un espace agricole plus que le Burundi. Au Congo, les plantations dans certaines provinces du Congo, c'est plus que le Burundi. En Ukraine, c'est la même chose. Mais un petit pays, tout sur quoi surpeuplé, il faut dégager absolument les terres agricoles. Gérer l'espace urbain. Commencer à construire en hauteur. Sinon, c'est catastrophique. Nous courons à risque même de causer l'aménagement des terres. La gestion de l'eau. Un autre facteur important, c'est l'eau. Il faut harmoniser le système d'irrigation, micro-irrigation, capacité de drainer, le drainage de l'eau, l'élite anti-érosive. Il ne faut pas que l'eau plutôt emporte une bonne partie des terres, des bonnes terres, avec l'érosion. Il faut vraiment gérer l'eau. Ici, dans les plaines d'Olimbo, pour augmenter la production d'Iri, c'est insensé. Par exemple, à travers les changements climatiques à Kirundo, on a un peu de sécheresse, alors qu'on a une pluie en quantité suffisante. Ça veut dire que les précipitations. Au Burundi, nous avons l'eau, le potentiel à l'eau. Comment est-ce que ça ne sert pas à faire une irrigation, à drainer d'eau, à avoir une quantité suffisante d'eau? Troisièmement, les intrants agricoles. Un pays qui veut avoir une agriculture intensive, tu ne peux pas avoir une agriculture intensive sans intrants agricoles suffisants. Les engrais chimiques, les pesticides, des produits phytosanitaires, les semences sélectionnées de qualité, l'engrais de qualité. Déjà, la moyenne mondiale de la quantité d'engrais exigée, c'est 100 kilos par hectare par an. Mais au Burundi, on en est encore à moins de 10. Sans période de ces pénuries devenues endémiques.
Comment prétendre avoir une agriculture intensive avec ces perturbations? Donc, si le gouvernement devait faire tout en ce qui est sa possibilité pour disponibiliser les intrants agricoles. Semences sélectionnées, engrais de qualité, adaptés au sol. Il faut que le programme national de subvention d'engrais au Burundi soit doté d'une capacité même de régulation pour vérifier la qualité. Les semences sélectionnées, les intrants agricoles sont de fois. Il faut vraiment faire tout. Mais avec ces pays devenus endémiques, déjà on ne se conforme pas aux moyennes mondiales exigées. 200 kilos par hectare par an. Gestion de l'élevage en faveur justement de l'agriculture, avec une stratégie. Voilà combien de ménages actuellement qui possèdent un mauvais ou accusé. Quatrièmement, il faut mécaniser l'agriculture. C'est insensé qu'on peut arriver actuellement Burundi 60 ans après l'indépendance sans amorcer visiblement la mécanisation du secteur agricole. Utiliser encore un outillage rudimentaire. Il faut améliorer l'outillage agricole. Petite mécanisation agricole adaptée à l'agriculture familiale. La grande mécanisation peut-être dans les plaines ou dans des associations, les coopératives. Petites machines, les moissonneuses, les arroseurs. Il y a un outillage adapté parce que le travail agricole, quand il n'est pas appuyé par une mécanisation, c'est un travail qui devient pénible, qui exige beaucoup de temps et le coût de production s'en trouve élevé. Il n'y a pas d'économie d'échelle de produire en grande quantité. Le renforcement de la capacité des acteurs. Il faut renforcer la capacité des acteurs. Nous avons 1,5 million de petits exploitants agricoles. En grande partie avec une autosubsistance. Des petits exploitants de circuits pauvres. Et c'est en grande partie même la femme rurale qui est la base de la production à l'intérieur, donc en milieu rural. Sans renforcement de capacité régulière. Problème de vulgarisation. Il faut, à cause de cette agriculture familiale, commencer à avoir une agriculture professionnelle. Avec une mécanisation, avec des moyens, avec des coûts de production. C'est tout ça. Mais avec au moins un minimum d'intérêt 2 hectares, 2, 3 hectares, 4 hectares, 5 hectares. Puis l'agriculture moderne ne peut pas se jouer sur 0,5 hectares. Et on pensait à l'action des coopératives. Il faut des coopératives dignes de son nom. Ça veut dire des coopératives qui sont créées à l'initiative des citoyens eux-mêmes. Gérés par les coopérateurs eux-mêmes, sans politiser les coopératives, donner des subventions à tout va. On devrait appuyer les coopératives qui ont déjà fait preuve d'efforts, d'initiatives, de réussite. Et à travers une vulgarisation permanente, renforcer leurs capacités. Sixièmement, la recherche. Il n'y a pas d'agriculture sans recherche. D'accorder des moyens à l'ISABRO. Faire une synergie d'action au niveau des sciences de recherche. Créer, par exemple, un laboratoire moderne, comme ça se fait ailleurs. Un pays qui se réclame en grande partie agricole, qui n'a jamais construit un laboratoire exemplaire de traitement, d'études. Il faut une coopération aussi avec d'autres pays avancés dans le domaine. Des pays avancés comme Israël.
Formation des chercheurs. Envoyer des chercheurs, former des chercheurs agricoles. Importer même les experts, la main-d'œuvre étrangère si besoin il y a. Encore une fois que la culture de mettre en avant la science soit une réalité chez nos dirigeants. Septièmement, la subvention et le financement. Crédit bancaire, accès au crédit bancaire. L'assurance agricole avec des prêts à taux bonifiés. Un budget de l'État bien adapté et bien utilisé, avec efficience. Le budget agricole depuis 2005 a été multiplié plus de 100 fois. Mais les résultats restent médiocres. On était en dessous de 10 millions, plutôt de 10 milliards de dollars en 2005. Mais le budget est actuel à 400 milliards. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Ça montre qu'il est. Maintenant, plus de 60% sont subventions agricoles au sein du budget. Mais subventions plutôt des engrais. Mais voyez le résultat. L'affectation budgétaire, le financement du secteur, que ce soit au niveau des institutions bancaires ou d'assurance, mais aussi le financement de l'État. Cette augmentation du budget a... Mais comment peut-elle créer des résultats? Huitièmement, c'est la gestion post-récolte, les filières, la transformation des produits agricoles. Il y a beaucoup de pertes post-récolte dans notre pays. Les marchés, libre accès au marché. La libéralisation, libre accès au marché. On nous a imposé les agriculteurs à vendre ici et là. Si le gouvernement veut assurer des services aux agriculteurs, qu'ils soient compétitifs avec les autres. Et l'agriculteur lui-même va choisir. Quand on se livre à la compétition avec les autres, le gouvernement essaiera aussi de se rendre beaucoup plus efficace et efficient. S'il a des avantages qu'il offre à la ça, l'agriculteur en soi va juger. Mais il faut marcher aussi des pistes, améliorer les pistes de circulation à l'intérieur du pays, l'améliorer pour que le commerce soit fluide. La transformation des produits alimentaires dans notre pays. On est toujours soumis, présenté à subir ce qu'on appelle la loi d'O'Higgins. Ça veut dire la loi d'O'Higgins, dans le secteur agricole, quand la production augmente, s'il n'y a pas de gestion efficace post-récolte, la production a tendance à avoir une valeur nulle. Dans le temps, on pouvait avoir une surproduction de patates douces et on appelait ça ingorane. On jetait même dans les... Mais s'il y avait une façon de transformer ça, conservation, stockage, transformation, combien d'usines ont été créées pour la gestion de post-récolte. La gestion des marchés agricoles, c'est aussi l'un des facteurs pour stimuler le producteur. Il faut des statistiques aussi de planification, statistiques agricoles fiables, qui basent de tout investissement. Des fois, on dit qu'on a une surproduction. Alors qu'on se trompe. Il faut des statistiques. Les Burundais ont besoin de quelle quantité de production agricole pour manger à suffisance? Quelles sont les statistiques fiables de la production agricole? Quels sont les besoins en importation? Dans le temps, on disait que nous avons un déficit de production agricole de 30%. Quelle est la stratégie pour combler ce déficit? Pour disponibiliser l'offre alimentaire. Un gouvernement doit s'arranger à ce que l'offre alimentaire soit diversifiée en quantité suffisante. Il se fait d'aller en Europe ou ailleurs. Il y a des cultures beaucoup plus spécifiques, mais l'offre alimentaire est vraiment d'une quantité et d'une variété extraordinaire. Pourquoi?
Et en fait, c'est alors la capacité institutionnelle du ministère de l'Agriculture et l'Environnement dans ses attributions. Parce que quand on ne lutte pas la corruption au sein du ministère même, c'est un problème de gestion, gestion du budget, résultat de gestion des projets. Très récemment, vous avez entendu le ministre de l'Agriculture au Parlement dire qu'il y a des projets qui avaient été initiés ici, je crois, d'irrigation, de drainage, et d'autres pas démarrer, je crois, comme ça, mais qui n'ont pas eu des résultats satisfaisants suite aux problèmes institutionnels. Problème institutionnel. On initie la construction de centres de sœurs. Pour les lapins, je crois, vous avez vu que la construction, ce qui est devenu à car aussi. Ça veut dire que la gestion institutionnelle, c'est un aspect très important. Qui fait même tout capoter, tout projet, toute initiative, si la capacité institutionnelle, la mauvaise gestion, a pignon sur rue, on ne pourra jamais avoir de résultats probables. Donc, c'est sur cette dixième recommandation que je termine mon analyse en France.